Bonjour à tous, je suis Bruno Vergès, diabétologue au CHU de Dijon et je vais commodérer avec Paul Valenzy, diabétologue au CHU de Bobigny, ce symposium organisé en collaboration avec les laboratoires Lilly qui s'intitule Agonistes des récepteurs GLP-1 quand les cardiologues s'en mêlent. Alors, en réalité, le spectre de cette session va dépasser les agonistes GLP-1. Nous avons eu, au cours des dernières années, en diabétologie, de nouvelles classes thérapeutiques, dont certaines ont fait la preuve non seulement de leur efficacité franche sur le métabolisme et la glycémie, mais aussi d'un bénéfice cardiovasculaire. Et c'est en particulier le cas des agonistes GLP-1 et des inhibiteurs SGLT2. Donc, il apparaît important que les cardiologues reçoivent une information sur ces deux nouvelles classes thérapeutiques. Et c'est ce qui sera discuté au cours de ce symposium, où nous aurons trois orateurs. Dans un premier temps, Nicolas Lamblin, cardiologue au CHU de Lille, qui fera une synthèse des grands essais de prévention cardiovasculaire réalisés chez les patients diabétiques au cours des dernières années. Ensuite, Patrice Darmon, diabétologue au CHU de Marseille, précisera les effets métaboliques des nouveaux agents hypoglycémiants en insistant sur les agonistes GLP-1 et il discutera les mécanismes susceptibles d'expliquer les bénéfices cardiovasculaires de cette classe thérapeutique. Enfin, Patrick Henry, cardiologue au CHU de la Riboisière à Paris, abordera la question du risque cardiovasculaire du patient diabétique, de son évaluation, de sa prise en charge, à la lumière du récent consensus élaboré par la Société française de cardiologie en collaboration avec la Société francophone de diabétologie. Et il précisera la place des deux nouvelles classes thérapeutiques, agonistes GLP-1 et inhibiteurs SGLT2, chez le patient diabétique de type 2 en fonction de son profil cardiovasculaire. Les questions que vous ferez remonter au cours de ce symposium via le chat seront discutées à la fin des trois présentations sous la modération de Paul Valenzy. Je vais donc lancer la première présentation de Nicolas Lamblin. Alors bonjour à tous et toutes. Je suis le premier orateur de cette session partenaire consacrée au traitement antidiabétique et en particulier des leçons pour les cardiologues suite aux essais thérapeutiques rapportés ces dernières années. On m'a demandé d'introduire cette session en particulier en détricotant ces essais thérapeutiques et les informations apportées par ces études. Alors voici pendant quelques secondes mes liens avec les industriels du médicament et en particulier avec le partenaire qui a organisé cette session. Alors cette première diapositive, bien sûr, je ne vais pas la commenter en détail, mais juste pour vous rappeler que depuis maintenant plus de 40 ans sans doute, on sait que le diabète, par l'hyperglycémie et la résistance à l'insuline, engendre deux types de complications, microangiopathie et macroangiopathie. Et souvent, et c'est pour ça que j'ai créé cette diapositive, on a tendance à les opposer avec d'un côté des complications liées à l'hyperglycémie et de l'autre plutôt un diabète qui constitue un facteur de risque. Or, je pense qu'il est un peu arbitraire de séparer ces deux types de complications et en particulier lorsqu'on s'intéresse à l'évolution finale que sont l'insuffisance rénale parce que se mélangent les différentes voies physiopathologiques et surtout pour l'insuffisance cardiaque. Et donc depuis 40 ans, l'idée que le diabète engendre des complications cardiovasculaires, est un facteur du cardiovasculaire, eh bien a suscité l'idée bien sûr que une approche glucocentrée, c'est-à-dire que diminuer la glycémie et l'hémoglobine glyquée améliorerait les pathologies liées au diabète. Or, pour aller très vite maintenant, vous le savez, il y a 15 ans, une étude avait été faite pour montrer l'efficacité d'un médicament hypoglycémiant, la pioglitazone, et qui d'ailleurs avait montré l'absence de mortalité importante par rapport au placebo, avec même donc une amélioration du critère du jugement principal. Mais cette étude, confirmée ensuite par des méta-analyses, avait fait émerger le concept que malgré l'amélioration athérothrombotique, on va dire, survenait un risque excessif d'insuffisance cardiaque. Et c'est suite à cette molécule et à cette classe de médicaments qu'il y a environ 10, 12, 15 ans,
euh, les essais à objectifs cardiovasculaires ont été créés avec des points méthodologiques très précis. Le premier était de bien définir les événements cardiovasculaires, et en particulier, ils sont de deux ordres, ce qu'on appelle le critère MACE pour événements cardiovasculaires majeurs. Alors, il est en 3 points si on associe le décès cardiovasculaire, l'infarctus non fatal ou l'accident vasculaire cérébral ischémique non fatal. À côté, une définition de l'hospitalisation ou la visite urgente pour décompensation cardiaque ou l'incidence d'une insuffisance cardiaque qui n'existait pas. Et puis, je ne parlerai pas de critères néphrologiques. À côté de cette définition nécessaire, donc la création d'essais thérapeutiques randomisés, contrôlés, en double aveugle versus placebo, avec deux objectifs, deux champs d'objectifs, bien sûr des objectifs de sécurité, c'est-à-dire que le traitement ne doit pas faire moins bien que le placebo, c'est vraiment dédier des études à la sécurité des molécules, mais également donc des objectifs d'efficacité cardiovasculaire. Et cela quand le traitement hypoglycémiant est à peu près comparable entre les deux groupes. Alors, c'est une nouvelle ère, comme je l'ai mis en titre de la diapositive, c'est-à-dire que depuis 10 ans à peine, même pas 7 ans, de très nombreux essais qui sont synthétisés ici ont été faits avec cet objectif d'être non inférieur au placebo et si possible d'améliorer le pronostic cardiovasculaire avec une approche de traitement hypoglycémiant. Voilà. Ces différentes études sont faites avec différentes molécules que l'on peut regrouper en 3 classes que je vais vous synthétiser là dans les 4 minutes qui nous restent. La première de ces classes, ce sont les inhibiteurs de la DPP4. Et lorsqu'on synthétise les résultats de ces essais avec objectifs cardiovasculaires, on peut les présenter sous cette forme. Vous avez l'habitude, ce sont des hazard ratios qui, lorsqu'ils coupent la ligne de 1, la ligne d'équivalence, sont non significatifs. Et si l'on est à gauche, c'est que le traitement est favorable. Si l'on est à droite, c'est que le traitement est plutôt délétère, c'est que le placebo est favorable. Et là, je les ai scindés entre cet objectif que je schématiserai comme athéroscléreux ou athérothrombotique, le MACE 3 points. Et vous voyez que cette classe n'augmente pas les événements chez les malades. En revanche, il n'y a aucune efficacité pour prévenir des événements de type athéroscléreux. De même, lorsque l'on s'intéresse à l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque sur les histogrammes de droite, les barres graphes de droite, eh bien, il n'y a pas d'efficacité démontrée avec cette classe de médicaments et peut-être un signal de prudence, en tout cas dans l'étude SAVOR avec la saxagliptine, il y a une augmentation du risque d'insuffisance cardiaque. La deuxième classe de médicaments dont je dois vous parler est bien sûr les médicaments inhibiteurs du cotransporteur de type 2 sodium-glucose. On en a énormément parlé depuis 2 à 3 ans. Et là aussi, si je résume un petit peu sur une seule diapositive, on voit sous l'encadré bleu l'efficacité de ces médicaments pour prévenir les événements athérothrombotiques. Et là, je les ai présentés avec en haut, les malades qui n'ont pas d'antécédents de maladie cardiovasculaire, et on voit qu'il y a une amélioration de ce critère. Alors, si toutes les molécules sont pas à peu près identiques, on voit bien que la tendance de la famille est positive, et que on ne retrouve pas cette amélioration lorsque les patients ne sont pas cardiovasculaires avérés, mais qu'on n'est que chez des diabétiques à haut risque. En revanche, et c'est assez contrasté, lorsque l'on s'intéresse à l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque avec cette classe, on voit une amélioration, là aussi, assez nette des événements, donc des hospitalisations, et cela que ce soit pour des malades avec maladie cardiovasculaire avérée ou des malades juste diabétiques sans antécédents connus de maladie cardiovasculaire avérée. Enfin, la troisième classe dont je vais vous parler est la classe des agonistes des récepteurs au GLP1. En détaillant un tout petit peu cette étude, l'étude LEADER avec le liraglutide, qui était la première de sa classe. Dans cette étude, on voit une amélioration du critère de jugement principal, une amélioration du décès de cause cardiovasculaire, une amélioration du décès toute cause, et cela sans augmentation de l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque, sans non plus de diminution de ce critère. Alors, ici, quand on reprend là aussi une méta-analyse et que l'on voit les différentes études avec les différentes molécules, on voit que là aussi, il existe peut-être des différences, mais on ne peut pas comparer les molécules entre elles, mais peut-être quelques différences de puissance ou de population, mais que globalement, cette classe de médicaments améliore les événements cardiovasculaires chez les patients diabétiques de type 2. Quand on compare leur effet sur l'hospitalisation de prévention, donc des hospitalisations pour insuffisance cardiaque, ce sont les lignes qui sont un peu plus haut, eh bien, on n'observe pas d'amélioration significative ou juste une tendance, et c'est assez contrasté par rapport aux inhibiteurs du SGLT2 que j'ai replacé ici en dessous.
Alors ces études, il y en a beaucoup, je les ai citées ici, on ne va pas toutes les détailler. Je voulais juste vous montrer que les populations ne sont pas exactement les mêmes. Si vous regardez Rewind, la dernière de ces études, on s'aperçoit que c'est la seule pour laquelle il n'y a qu'un tiers à peu près de malades avec maladie cardiovasculaire avérée. Donc c'est une population plus de diabétiques en prévention primaire des accidents cardiovasculaires. Et d'ailleurs, quand on regarde le taux d'événement principal, MACE en particulier dans le groupe placebo, on voit qu'il est inférieur aux autres populations. Or, dans cette étude, eh bien, on observe une amélioration du critère principal, même s'il n'atteint pas le seuil de signification pour l'amélioration du décès cardiovasculaire. Et lorsque l'on regarde les sous-groupes prédéfinis, eh bien, quelle que soit la durée du diabète, qu'il y ait ou pas antécédent de maladie cardiovasculaire, qu'il y ait un taux élevé ou pas d'hémoglobine liquide à base de la N, ou quel que soit le BMI, on retrouve cette amélioration du critère principal. Pour conclure, à ce jour, eh bien, je pense que traiter un patient diabétique, c'est avant tout être en sécurité, ne pas aggraver son pronostic avec une efficacité antiglycémique. Mais surtout maintenant, l'objectif de traiter le diabète, c'est d'améliorer le pronostic cardiovasculaire. Et donc les cardiologues font irruption dans ce domaine, dans ce champ. Tout d'abord, en prévention secondaire, il est important pour nous de préciser quel est le risque principal. Est-ce que ce malade est à haut risque athérothrombotique ou plutôt à risque d'insuffisance cardiaque? Il faut aider les diabétologues dans ces objectifs de protection cardiovasculaire et en prévention primaire, bon, peut-être vérifier que ces diabétiques ont ou pas une maladie cardiovasculaire. Mais chez un patient diabétique, je pense que les complications sont compliquées et que juste s'intéresser à l'hémoglobine glycée ou à ce facteur de risque, c'est réducteur. Je crois que c'est l'heure de débuter des travaux en partenariat et surtout une étroite collaboration en soins avec les diabétologues. Je vous remercie de votre attention. Bonjour. Alors nous avons vu dans la première présentation les bénéfices cardiovasculaires apportés par les agonistes des récepteurs du GLP-1, ou en tout cas par certains d'entre eux. On va revenir dans cette présentation un tout petit peu en arrière et on va rappeler les bénéfices métaboliques des agonistes des récepteurs du GLP-1 et en quoi ces bénéfices métaboliques vont pouvoir expliquer au moins une partie des bénéfices cardiovasculaires observés avec ces médicaments. Alors, on rappellera très brièvement sur cette diapositive, très succinctement, le mode d'action des agonistes des récepteurs du GLP-1 dans le traitement du diabète de type 2. Leurs sites d'action sont multiples. D'abord au niveau du pancréas, ils augmentent la sécrétion d'insuline de façon glucose dépendante par la cellule bêta. Ils inhibent la sécrétion de glucagon par les cellules alpha, ce qui va aussi être responsable d'une diminution de la production hépatique de glucose. Les GLP-1 vont également agir au niveau du tractus digestif, notamment en ralentissant la vidange gastrique et au niveau central en ayant un effet satiétogène, ce qui va être aussi à l'origine de la perte de poids qui est observée avec ces molécules. Alors, quand on regarde les effets métaboliques de ces médicaments, en moyenne, sur le contrôle glycémique, on a une réduction d'HbA1c qui varie selon les études entre 0,6 et 1,9% d'HbA1c, avec des différences selon les molécules. Certaines sont plus puissantes que d'autres. L'action sur la glycémie, elle se fait à la fois sur les glycémies postprandiales et préprandiales. Et évidemment, les GLP-1 d'action plus courte auraient une action un peu plus spécifique sur les glycémies postprandiales. Il n'y a pas de risque d'hypoglycémie induit par ces molécules, sauf évidemment lorsqu'elles sont associées à des médicaments qui sont des pourvoyeurs d'hypoglycémie comme l'insuline ou par exemple les sulfamides hypoglycémiants, dont il faudra diminuer les posologies lorsqu'ils sont associés au GLP-1. Un des points un petit peu particuliers avec ces médicaments sur le plan glycémique, c'est qu'il existe aussi des patients qui ne sont pas répondeurs ou mauvais répondeurs, peut-être parce que ce sont des patients qui ont déjà un certain degré d'insulinopénie. Donc ça, c'est aussi à garder en tête lorsqu'on parle de réponse métabolique au GLP-1. On l'a dit, ces produits entraînent également une perte de poids, en moyenne 1 à 4 kg, là encore avec des différences de puissance selon les molécules. Cette perte de poids, elle n'est pas reliée, ou en tout cas peut-être simplement en partie, aux effets secondaires digestifs de ces molécules qui sont bien connus, on en parlera à la toute fin, les nausées, parfois les vomissements. Et là aussi, sur le plan pondéral, il existe des non-répondeurs qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux qui ne répondent pas en matière de contrôle glycémique. Les GLP-1 agonistes ont également d'autres bénéfices, on le sait, ils ont des effets bénéfiques sur la pression artérielle, une moyenne de diminution de la pression systolique de l'ordre de 2 à 4 ou 5 mm de mercure. Les mécanismes sont sans doute intriqués, multiples, la perte de poids, un effet natriurétique qui est décrit avec cette classe, un effet aussi de vasodilatation.
Il y a des effets modestes sur les lipides qui ont été décrits avec cette classe, qui vont porter à la fois sur le cholestérol total, le LDL cholestérol, les triglycérides. Là encore, via peut-être la perte de poids observée avec ces molécules, peut-être aussi sur un effet plus direct sur la lipémie postprandiale. Enfin, un effet intéressant a été décrit avec cette classe sur la stéatose hépatique et sur la NASH, mais on ne sait pas très bien, à vrai dire, aujourd'hui, si cet effet est spécifique à la molécule ou à ces molécules ou si c'est lié à la perte de poids. Alors, en quoi ces bénéfices métaboliques, pondéraux, tensionnels, lipidiques pourraient participer aux bénéfices, aux effets favorables sur le plan cardiovasculaire qui vous ont été montrés? C'est une vraie question. À vrai dire, aujourd'hui, les mécanismes impliqués dans ce bénéfice cardiovasculaire n'est pas très bien compris, il est sans doute multiple. On a vu que c'était plutôt les événements liés à l'athérosclérose qui étaient réduits sous agonistes des récepteurs de GLP-1. On sait qu'il y a des effets qu'on appelle pléiotropes, ce qui masque un peu parfois quand on ne connaît pas bien les choses, des GLP-1 agonistes à la fois sur le myocarde, à la fois sur l'endothélium. Il y a des récepteurs au GLP-1 au niveau de l'endothélium, au niveau du myocarde, et des études animales ou des études précliniques ou des études même humaines ont montré un effet favorable des GLP-1 sur l'inflammation, sur la dysfonction endothéliale, sur l'agrégation plaquettaire, sur la vasodilatation, mais également sur la bioénergétique du myocarde. Donc tous ces effets sont sans doute impliqués avec des degrés divers dans les bénéfices observés, mais encore une fois, on a des effets, on l'a vu sur l'hémoglobine glyquée, sur le poids, sur la pression artérielle, sur les lipides. Est-ce que ces effets des GLP-1 sur ces critères intermédiaires peuvent expliquer au moins une partie des bénéfices observés? C'est tout à fait possible et c'est le sens d'études qui sont parues ces derniers mois. Quand on regarde l'hypothèse perte de poids et l'hypothèse diminution de la pression artérielle, à vrai dire, on est assez déçu, en tout cas on a du mal à expliquer les bénéfices cardiovasculaires observés avec cette classe par les bénéfices sur la perte de poids ou la pression artérielle. L'étude qui illustre le mieux ça, c'est l'étude Harmony Outcome, donc avec l'albiglutide, un GLP-1 qui n'est pas commercialisé, qui avait montré dans cette étude une diminution significative du MACE versus un placebo, comme vous le voyez ici. Quand on regarde l'effet de l'albiglutide versus placebo dans cette étude-là, sur le poids et sur la pression artérielle, vous voyez qu'il n'y a pas de différence du tout. Donc, on a du mal à expliquer l'effet cardiovasculaire bénéfique observé par cet effet pondéral ou cet effet tensionnel, à vrai dire. C'est un peu différent avec l'effet sur l'hémoglobine glyquée. Quand on regarde ces études, on a toujours, là, dans cette méta-analyse qui a été publiée tout récemment, qui inclut à la fois les études avec les GLP-1 et les études avec les inhibiteurs de SGLT2 d'ailleurs, lorsqu'on fait cette méta-analyse et ces méta-régressions en fonction de la baisse de l'HbA1c, on voit bien qu'il y a une corrélation positive qui va ressortir avec le MACE. Vous voyez, c'est en haut à gauche. Et plus l'hémoglobine glyquée, la baisse d'hémoglobine glyquée obtenue est importante, plus le MACE diminue. Et cette baisse d'hémoglobine glyquée va expliquer près de 80% de la variance entre les études. Et à vrai dire, quand on regarde de plus près, c'est beaucoup plus fort sur les AVC. C'est vraiment ce qui va tirer cet effet-là. Vous le voyez, c'est en haut à droite. Et l'effet de ces différentes molécules sur la baisse d'HbA1c est très bien corrélé à la diminution des AVC. Et là encore, c'est significatif et ça expliquerait la quasi-totalité de la variabilité entre les études. Quand on regarde de plus près les résultats de cette méta-analyse, ce que disent les auteurs, c'est que ces résultats que je vous montre là ne sont pas retrouvés avec les inhibiteurs de SGLT2, mais sont retrouvés uniquement avec la classe des agonistes des récepteurs du GLP-1. Donc, très vraisemblablement, la baisse d'HbA1c intervient d'une façon ou d'une autre dans le bénéfice cardiovasculaire observé avec les agonistes du GLP-1. Alors, d'autres façons de montrer ça sont les analyses de médiation qui ont été faites, donc des analyses post-hoc qui tentent d'essayer de montrer la part de différents facteurs. Ici, la baisse tensionnelle, la baisse pondérale et la baisse d'HbA1c. Ici, c'est l'étude Rewind avec le dulaglutide. Eh bien, on voit ici que, pour faire simple, 36% de l'effet retrouvé sur le MACE serait attribuable à la baisse d'HbA1c dans l'étude Rewind.
quand on regarde l'effet spécifique sur les AVC, ça a été montré dans un autre papier, cette baisse d'HbA1c interviendrait pour plus de 50% de l'effet du laglutide sur la réduction des AVC. Vous voyez que, par exemple, la réduction de la pression artérielle systolique n'interviendrait que pour 14% de l'effet sur les AVC. Alors, bien sûr, ces analyses de médiation sont à prendre avec de très grandes précautions. Elles ont des limites et il faut c'est simplement des analyses exploratoires génératrices d'hypothèses. Ça a été retrouvé également dans l'étude LEADER, dans un papier tout récent, qui va même un peu plus loin, parce que quand vous le voyez dans l'étude LEADER, l'HbA1c, les variations d'HbA1c interviendraient pour près de 82% dans l'effet bénéfique retrouvé avec le liraglutide, cette fois-ci, dans l'étude LEADER, bien avant et bien plus que d'autres paramètres, notamment, par exemple, ce qui vient en deuxième position, vous voyez, c'est l'effet sur l'expression urinaire d'albumine. Mais l'HbA1c vient vraiment au premier plan. Alors, je vous l'ai dit, c'est à prendre avec des pincettes, et d'ailleurs ce que disent les auteurs dans la conclusion du papier, en disant que c'est difficile de dire si c'est un marqueur, cette baisse d'HbA1c est peut-être un marqueur d'autres facteurs qu'on ne peut pas appréhender dans cette étude et qui expliqueraient, eux, plus spécifiquement le bénéfice cardiovasculaire ou quelque chose de causal. Quoi qu'il en soit, cette relation statistique existe et vraisemblablement, il y a une part du bénéfice cardiovasculaire des GLP-1 agonistes qui passe par cette baisse de l'HbA1c. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, quel est le positionnement aujourd'hui des agonistes des récepteurs du GLP-1 dans les recommandations? On en parlera beaucoup dans le troisième topo de cette session. On rappelle ici les recommandations qui font foi en France, les recommandations de la HAS qui sont datées, elles sont de 2013, mais elles positionnaient les GLP-1 agonistes en deuxième ou troisième ligne, principalement sur des critères d'HbA1c, lorsque l'écart à l'objectif qu'on souhaitait était supérieur à 1% et chez les patients obèses. Alors, ce que dit la Société francophone du diabète dans sa prise de position réactualisée en 2019, à la lumière des études cardiovasculaires réalisées avec les GLP-1 agonistes et avec les inhibiteurs SGLT2, c'est que chez les patients qui présentent une maladie rénale chronique, une insuffisance cardiaque ou une maladie cardiovasculaire avérée, en cas d'échec de la metformine, eh bien, on s'orientera, alors en cas de maladie rénale chronique ou d'insuffisance cardiaque, préférentiellement vers un inhibiteur de SGLT2 en raison d'un niveau de preuve supérieur, et puis en deuxième choix vers un GLP-1 agoniste. Et en cas de maladie cardiovasculaire avérée, notamment si le tableau athéromateux prédomine, eh bien là, ce sera au choix. Le médecin, en accord avec son patient, pourra choisir, après la metformine, soit un GLP-1 agoniste, parmi ceux qui ont démontré un bénéfice cardiovasculaire, soit un inhibiteur de SGLT2. Un bémol que la Société francophone du diabète est la seule société savante à mettre d'ailleurs, concerne les patients qui présentent une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection diminuée. On dit à la SFD que les GLP-1 agonistes devraient être plutôt évités en cas d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection diminuée. Alors, pour quelles raisons? Déjà, on sait que ce sont des médicaments qui sont tachycardisants. Il y a un effet qui est de l'ordre de 2 à 5 ou 6 battements par minute de plus avec ces traitements-là, un peu plus avec les GLP-1 d'action prolongée peut-être qu'avec les GLP-1 d'action courte. Et puis, on a eu 2 petites études qui ont été réalisées chez des patients diabétiques et non-diabétiques qui ont soulevé un petit signal. Je vais vous en montrer une, qui est l'étude FIGHT, donc chez des patients, 300 patients, diabétiques ou non, hospitalisés pour décompensation cardiaque, des patients insuffisants cardiaques hospitalisés pour décompensation, 26% de fraction d'éjection en moyenne, randomisés pour recevoir du liraglutide ou un placebo. Le critère primaire, qui est un critère à la fois clinique et biologique, n'a pas changé de façon significative dans les 2 groupes. Par contre, quand on regarde les décès à gauche et surtout un composite de décès et d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque, eh bien, on voit un signal négatif dans le groupe liraglutide qu'on n'attendait pas, à vrai dire, à la lumière des données précliniques notamment, mais qui existe et donc qui soulève un peu quelques interrogations. Alors, curieusement, dans cette étude, il n'y avait pas de différence de fréquence cardiaque dans les 2 groupes, mais par contre, plus d'arythmie, 17% dans le groupe liraglutide contre 11% contre placebo. Donc voilà, ceci explique la prudence de la SFD en attendant de nouvelles données. Alors, on va essayer pour terminer, de dire qu'est-ce qu'on doit savoir quand on doit prescrire cette classe médicamenteuse, qu'est-ce qu'il faut prendre comme précaution, puisqu'on est amené maintenant à prescrire ces médicaments aussi à visée de cardioprotection. Alors, d'abord, un point qui est important, je pense, c'est de montrer quelque chose qu'on a retrouvé dans l'étude SUSTAIN 6, qui est l'étude de sécurité cardiovasculaire avec le semaglutide.
Dans cette étude, on a retrouvé un signal d'aggravation de rétinopathie chez les patients traités par semaglutide, qu'on ne retrouvait pas évidemment dans le groupe placebo. En fait, il s'avère que vraisemblablement, ce risque d'aggravation de la rétinopathie, il était principalement lié d'abord au fait d'avoir une rétinopathie préexistante, un diabète ancien, un diabète mal équilibré, et surtout d'avoir eu dans cette étude-là une baisse rapide et brutale du contrôle glycémique. Et on le sait en diabétologie, quel que soit le traitement d'ailleurs, si vous avez une rétinopathie qui n'est pas contrôlée et que vous aggravez brutalement l'équilibre glycémique, quel que soit le moyen utilisé chez un patient diabétique, eh bien vous risquez d'aggraver cette rétinopathie. C'est ce qui s'est vraisemblablement passé dans cette étude-là. Le semaglutide est un GLP-1 puissant. Dans cette étude, il y a eu une baisse assez forte d'HbA1c. C'est sans doute par là que ça fonctionne, enfin en tout cas que ça fonctionne, que ça passe, cet effet négatif, et on le retrouve ici dans ce petit schéma que je vous ai mis sur cette slide, qui montre bien le lien entre la baisse d'HbA1c et le risque d'aggravation de la rétinopathie. On retrouve une relation très claire entre les deux. Donc attention à une normalisation brutale de la glycémie avec ces produits-là chez des patients qui n'auraient pas eu de fond d'œil depuis longtemps, pour lesquels on aurait un doute sur l'état de la rétinopathie. Donc une des précautions à prendre, c'est celle-là. Ce sera ma dernière diapositive. Malgré tout, le rapport bénéfice-risque reste très favorable. On a vu l'effet bénéfique, évidemment, sur le plan métabolique, l'HbA1c, le poids, la pression, les lipides de façon modeste. On a vu le cœur, évidemment, du sujet, qui est la cardioprotection. On sait qu'il y a un effet favorable aussi sur le plan rénal, notamment par la baisse de l'albuminurie, peut-être des effets favorables sur la stéatose et la NASH, et évidemment, si on se place d'un point de vue médico-économique, des économies de santé, compte tenu de cette protection, notamment cardiovasculaire. Si on se place maintenant de l'autre côté et voir quels sont les inconvénients, on va dire, ou les effets secondaires, alors on a parlé des non-répondeurs, ça c'est plutôt un inconvénient. Les nausées et les vomissements, ça fait partie des choses qu'on connaît bien, qui ont été là tout de suite dès le début de ces traitements-là. Donc on sait que généralement, elles arrivent au début du traitement et qu'elles s'estompent au fur et à mesure, et elles conduisent rarement à l'arrêt du traitement. Ça peut arriver, il y a des patients qui ne tolèrent pas, on arrêtera, mais globalement, les choses s'estompent assez vite. La perte d'appétit, elle fait partie aussi du mode d'action des produits. Elle peut être gênante pour certains patients, donc c'est à voir. Quelques diarrhées parfois. Une augmentation du risque de lithiase vésiculaire, ça c'est quelque chose qui est assez bien documenté aussi. Les hypos, ce n'est pas un problème, sauf chez les patients traités par insuline ou sulfamide, comme je vous l'ai dit. Dans ce cas-là, il faudra baisser la posologie de ces deux derniers traitements. Il y a très peu de réactions cutanées ou très peu d'allergies. Et puis, il y a cette augmentation de la fréquence cardiaque. Ensuite, vous voyez que j'ai mis ça en italique parce que les choses ne sont pas clairement avérées. Peut-être une prudence chez les patients avec une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection diminuée. Et puis, les pancréatites. Alors, on sait qu'il y a des cas qui ont été décrits de pancréatite sous GLP-1. Donc, évidemment, il faut informer le patient de savoir que s'il a des symptômes, il faut arrêter évidemment le GLP-1 et consulter. Et puis, globalement, chez des patients qui ont des antécédents de maladie pancréatique, il faut être plus que prudent et peut-être même s'abstenir de prescrire des GLP-1 chez ces patients-là. Alors évidemment, le surcoût immédiat, on peut le mettre dans cette catégorie des inconvénients. Ces médicaments sont plus coûteux que d'autres, mais encore une fois, on met ça en balance avec les gains qu'on aura à long terme, notamment en diminuant les complications cardiovasculaires de nos patients. Donc voilà un petit peu la balance bénéfice-risque qui penche largement évidemment vers les bénéfices de la classe, mais je pense qu'il est bon quand même de connaître un certain nombre de points à vérifier ou à informer son patient de ce qui pourrait, comment les choses pourraient se passer sous GLP. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bonjour à tous. On va aborder maintenant le problème de l'adaptation du traitement que l'on va faire en fonction de la typologie du patient diabétique. Voici mes conflits d'intérêts pour cette présentation. Alors, on peut distinguer deux choses. La première, c'est la prévention primaire et la prévention secondaire. En prévention primaire, il est fondamental, quand vous êtes face à un patient diabétique, d'évaluer son risque a priori d'événements cardiovasculaires. Il y a plusieurs façons de le faire. J'en présente deux là. À gauche, vous avez les recommandations de la Société européenne de cardiologie et de diabétologie qui vous proposent de diviser le patient en 3 risques. Diabétique, très haut risque, risque haut et risque modéré,
noter qu'il n'y a pas de bas risque chez les diabétiques de principe. Alors, les très hauts risques en prévention primaire sont les patients qui ont un dommage d'organes, qui ont au moins 3 facteurs de risque, ou le diabétique de type 1 après pas mal de temps d'évolution, plus de 20 ans. Les risques modérés, c'est presque personne, c'est des jeunes diabétiques qui n'ont que le diabète et qui viennent d'être diabétiques. Et puis tous les autres, ça va être les hauts risques, et c'est un peu ce qu'on reproche à ces recommandations, c'est qu'on classe beaucoup de patients en haut risque. Alors à droite, on propose maintenant un nouvel algorithme qui était présenté par une recommandation mixte de la Société française de cardio et de diabéto, qui à peu près a le même début, c'est-à-dire qu'on classe le patient en très haut risque ou en haut risque, mais pour arriver à mieux comprendre et à mieux détailler et à mieux évaluer le patient à haut risque, on propose de réaliser un scanner, enfin un score calcique, et le score calcique va permettre de requalifier le patient. À noter, et c'est très important, c'est pas le but de la présentation ce soir, mais c'est important de rappeler que le score calcique doit s'interpréter en fonction de l'âge, et c'est les premières recommandations qui tiennent compte de ça. Et donc on va requalifier le patient en risque modéré, haut risque ou très haut risque. C'est fondamental de savoir quel patient diabétique on a en face de soi en prévention primaire. En prévention secondaire, les choses sont un peu différentes. Ce dont il faut se rappeler, c'est que le risque de mortalité et de récidive d'événements cardiovasculaires est extrêmement important en prévention secondaire. Regardez ici une méta-analyse de 6 études qui montrent qu'après un syndrome coronaire ST+ en rouge ou ST- en jaune, les diabétiques ont environ 10 à 13% de mortalité à 1 an, ce qui est énorme. Quand on regarde à droite, on voit que c'est surtout les patients sous insuline, et à droite, c'est Trilogy, et Trilogy, c'est une étude très particulière puisque ce sont les diabétiques qui n'ont pas été revascularisés. Et vous avez que dans ces syndromes coronaires aigus non revascularisés, eh bien, le risque d'événement est extrêmement important, et c'est assez fréquent chez les diabétiques compte tenu de la complexité qu'ils peuvent avoir de leurs lésions, puisqu'on a entre 12 et 18% de MES à 1 an. Donc, ce qu'il faut garder en prévention secondaire, c'est que ces patients sont à très haut risque. Alors, est-ce qu'on peut affiner encore plus le risque? Oui, ce papier nous le propose en disant, évidemment, il y a le fait que le patient est déjà soit déjà sur une récidive, ça le met à plus haut risque encore de récidive. Un patient qui a une insuffisance rénale chronique, qui a une maladie inflammatoire chronique. Et puis, il y a des facteurs locaux, c'est-à-dire qu'un patient qui a déjà eu plusieurs stents, une grande longueur de stent ou sur lequel il y a des lésions complexes, eh bien, est beaucoup plus à risque de récidive et d'événements. Et donc, il va falloir adapter le traitement chez ces patients. Prévention primaire, prévention secondaire, prévention primaire en fonction du niveau de risque et prévention secondaire en fonction du niveau de risque de récidive et de gravité de la maladie. Alors, pourquoi adapter? Évidemment, les changements de mode de vie, c'est pour tout le monde. La glycémie, ça ne change pas grand-chose. L'HbA1c, quand même, moins de 7 sur les patients qui sont à risque modéré et 7 pour ceux qui sont à risque plus important. La pression artérielle, c'est la même pour tous. Par contre, les lipides, c'est très différent, avec des LDL cholestérol qui sont à moins de 0,55 chez les très hauts risques ou en prévention secondaire, et moins de 1 chez les risques modérés. Et puis, on peut également faire varier le traitement, par exemple par aspirine, donner de l'aspirine en prévention primaire chez un patient à très haut risque, et adapter la double anti-agrégation plaquettaire chez les patients qui ont été dilatés, par exemple prolonger la durée du traitement anti-agrégation plaquettaire chez les patients diabétiques à très haut risque en prévention secondaire. Donc c'est très important parce qu'il y a des conséquences thérapeutiques de tout ça. Alors est-ce qu'il y a des conséquences sur le traitement antidiabétique? Ben oui. Oui, parce qu'on sait maintenant qu'il y a 2 classes de traitements qui s'accompagnent d'une diminution significative, très importante, d'événements cardiovasculaires. Les GLP-1 agonistes et les inhibiteurs SGLT2. Et les recommandations européennes de cardiologie et de diabétologie ont bien statué il y a 1 an que chez les patients diabétiques en prévention secondaire ou les patients en prévention primaire à haut ou très haut risque, eh bien, il était important d'introduire ces molécules cardioprotectrices, soit après la metformine, ce qui est classique et ce qui est le schéma de remboursement en France, soit, et ce qui n'est pas directement en première intention, pour diminuer les événements cardiovasculaires. Alors, quand on regarde ça, on regarde finalement comment on va choisir. On va choisir plutôt un ISGLT2 ou plutôt un GLP1. Alors, d'abord, regardons les études sur le risque relatif d'insuffisance cardiaque versus de récidive ischémique et de MES chez nos patients diabétiques. Regardez ici EMPA-REG OUTCOME, qui est la première étude
sur les SGLT2, elle montre très bien à 24 mois ici qu'il y a 8% de risque de récidive ischémique contre, en bas à droite, un peu plus de 2% de risque d'insuffisance cardiaque. Et quand on regarde toute l'étude en pareil, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de risque de récidive de MES en bas versus insuffisance cardiaque dans un rapport quasiment de 1 sur 2. Alors, est-ce que c'est confirmé dans d'autres études? Parce qu'on peut reprocher en pareil de ne pas avoir vraiment caractérisé l'insuffisance cardiaque parce que c'est l'étude qui a permis de la découvrir, de la mettre en évidence. Dans DICLER, on a la même chose. Alors là, l'insuffisance cardiaque était vraiment très bien adjudiquée. En prévention secondaire, c'est ASCVD ou en prévention primaire MRF. Vous voyez qu'il y a plus de risques de survenue de MES à long terme chez un patient diabétique que d'insuffisance cardiaque. C'est important de parler de l'insuffisance cardiaque, mais finalement, ça n'est pas l'élément le plus fréquent. Vous voyez 15% de MES en prévention secondaire versus 9% d'insuffisance cardiaque, et en prévention primaire, 5% de MES versus 3% d'insuffisance cardiaque sur la durée de DICLER qui est de 4 ans. On a la même chose dans l'étude Rewind, le dulaglutide. Quand on regarde le rapport d'insuffisance cardiaque versus récidive d'événements ischémiques, eh bien, vous voyez qu'on a un rapport qui est très en faveur d'un récidive ischémique, 9,4%, versus 4,6%. Donc, c'est plus fréquent d'avoir des événements ischémiques que de l'insuffisance cardiaque dans le suite, même si, encore une fois, l'insuffisance cardiaque est un élément intéressant dont on parle beaucoup. Alors, comment fait-on pour distinguer les deux? Eh bien, il y a ce très beau papier de Rochani de New England qui nous aide beaucoup, qui a regardé les prédicteurs chez les patients diabétiques, prédicteurs d'insuffisance cardiaque et ou d'événements ischémiques et ou de mortalité. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve qu'il y a des facteurs communs. Par exemple, la durée de diabète est un facteur qui favorise la survenue d'insuffisance cardiaque, mais aussi de récidive d'événements ischémiques. L'activité physique également, et une dysfonction rénale est également un facteur prédictif à la fois d'insuffisance cardiaque et d'événements ischémiques. Alors, est-ce qu'il y a des caractéristiques chez nos patients diabétiques qui sont plus en faveur d'une insuffisance cardiaque? Alors, Rochani en trouve deux importants. L'existence d'une fibrillation atriale et l'existence d'un BMI augmenté. Lorsque l'on regarde un petit peu plus loin, on s'aperçoit qu'il y a probablement d'autres critères qui n'ont pas été étudiés dans cette étude et qui pourraient nous servir pour prédire la survenue plutôt de l'insuffisance cardiaque. C'est une fraction d'éjection ABC, le fait que le patient ait déjà fait une insuffisance cardiaque ou un BNP augmenté si on l'a dosé. Quand on regarde sur le côté MES, sur le côté récidive d'événements ischémiques, eh bien, on voit que tous les facteurs de risque sont retrouvés par Rochani. C'est-à-dire une HbA1c non contrôlée, une pression artérielle systolique qui n'est pas contrôlée, pas l'objectif, un LDL cholestérol qui reste élevé ou un tabagisme qui perdure, sont des facteurs importants de récidive ischémique chez nos patients diabétiques. On peut imaginer, à la suite de ce que je vous ai dit tout à l'heure, d'autres éléments comme le fait que le patient ait déjà récidivé, évidemment, ça le place en haut risque de récidive, et on l'a dit, une maladie coronaire sévère avec plusieurs stents, plusieurs angioplasties, des lésions complexes, va être un facteur de récidive. Alors, on va se dire que les patients diabétiques qui sont plus à risque d'insuffisance cardiaque, on va plutôt favoriser les IGLT2, plus MES, on va plutôt favoriser les GLP1. On se rappelle qu'il y a quand même plus d'événements MES attendus que d'insuffisance cardiaque. Deux petits points. Le BMI qui ressort comme un facteur prédictif d'insuffisance cardiaque, vous savez qu'il est quand même très bien traité par les GLP1, donc c'est pas si facile que ça, puisque les GLP1 provoquent un amaigrissement des patients qui est souvent assez important et donc qui laisserait penser que les GLP1 pourraient être intéressants dans le BMI. Et puis pour la filtration glomérulaire, eh bien on sait que les GLT2 ont des effets assez favorables, GLP1 aussi, mais un peu moins importants. Les GLT2 ont des effets très favorables, mais les IGLT2 sont limités actuellement pour des clairances supérieures à 60. Donc voilà, ce tableau n'est pas si finalement rigide que ça, mais ça donne quand même des très bonnes pistes. Alors donc si je peux conclure sur ce sujet-là qui est fondamental, c'est de dire que vous n'avez pas un diabétique mais des diabétiques et il faut adapter le traitement à la typologie, à la fois en prévention primaire, en évaluant le risque, mais également à la prévention secondaire. On ne peut pas ignorer qu'il y a deux classes antidiabétiques qui diminuent les événements cardiovasculaires et les diabétologues et les cardiologues doivent les utiliser et les cardiologues aussi. Le risque de récidive de type AVC, récidive d'infarctus et décès liés est supérieur dans l'évolution des patients diabétiques dans toutes les études au risque d'insuffisance cardiaque. Et je vous ai montré qu'il y avait des éléments qui permettaient d'aller plutôt dans un sens quand on pense que le patient est à plus à risque d'insuffisance cardiaque ou dans le risque de récidive de maladie coronaire et notamment par l'intérieur des facteurs de risque contrôlés ou pas et la présence d'une maladie coronaire plus ou moins sévère.
Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Je vais, en votre nom à tous, remercier les orateurs pour ces très bons topos, très synthétiques. Et donc, nous avons 5 minutes préservées pour un petit peu de discussion. J'ai reçu par le chat quelques questions et je vais donc en poser une à chacun de vous, de ma part et de la part du chat, en sachant qu'il va falloir être très bref dans les réponses, s'il vous plaît. Alors tout d'abord, je vais commencer par Patrice Darmon. Tu as très bien rappelé donc les effets dans le cadre du diabète. C'est quand même un médicament anti-hyperglycémiant. Ce sont des médicaments anti-hyperglycémiants très intéressants, très puissants, et qui aussi font perdre du poids et qui réduisent l'appétit et qui ont plein d'autres vertus. Dans l'ensemble, on n'a pas grand-chose à leur reprocher, bien que dans quelques cas, il faille être méfiant. Et puis, tu t'es livré à l'exercice de savoir quelle est la contribution de la baisse de glycémie dans la réduction du risque cardiovasculaire. Et finalement, c'est un petit peu surprenant, malgré les premières analyses qui ont été faites, de se dire que cette baisse de glycémie joue, impacte, n'est-ce pas? Au moins avec la classe des analogues de GLP-1. Donc, il faut l'avoir en tête et en pratique. Bien sûr, c'est un effet que l'on va rechercher et le diabétologue y contribue, bien sûr, parce que pour lui, c'est très important de faire baisser cette glycémie. Mais donc, la question qui est posée là, notamment par les cardiologues, c'est en quelque sorte, chez quel diabétique je peux y aller, quelles précautions. Voilà, je te laisse répondre en très peu de temps, je suis désolé. Vas-y, Patrice. Ouais, c'est pas très simple de répondre à cette question, évidemment, en si peu de temps, mais j'ai essayé de le faire dans ma dernière slide, c'est-à-dire que je pense que, effectivement, lorsque le profil, on l'a vu, lorsque le profil du patient est plutôt un patient athéroscléreux avec un risque d'athérothrombose élevé, on préférera peut-être sans doute plutôt les GLP-1. Il y a quand même pas mal de choses qui ont l'air de tirer plutôt vers la diminution des AVC, notamment. Il y a encore une méta-analyse récente du BMJ qui le montre. Donc voilà, je pense que pour la protection cardiovasculaire, le profil patient est plutôt celui-là. Maintenant, les précautions à prendre, on l'a vu, je pense que pour le risque de pancréatite, il ne faut pas dramatiser les choses. La plupart des études sont extrêmement rassurantes. Par principe de précaution, on évitera ça chez des patients qui ont des antécédents de ce type et on préviendra bien le risque d'effets secondaires pour ça. Globalement, ces médicaments marchent très bien chez les sujets qui sont aussi en surpoids et obèses. L'effet pondéral est intéressant. Voilà, on a parlé du contrôle du fond d'œil qui est important. C'est des médicaments puissants, notamment les nouvelles molécules hebdomadaires marchent très bien. Donc, attention quand même lorsqu'on prescrit ces médicaments-là à vérifier l'état rétinien. Et puis après, ce sont des injectables. Donc, il y a quand même la barrière de l'injectable peut être parfois poser problème. À nous, diabétologues, elle ne nous pose pas de problème parce qu'on a l'habitude de gérer ça et que c'est beaucoup plus simple à prescrire que de l'insuline, par exemple. Mais pour les généralistes ou pour les cardiologues qui voudraient prescrire des GLP-1, ça peut être quelque chose à prendre en compte aussi. Donc, je pense qu'il y a tout un panel d'éléments qui sont à la fois liés à la situation du patient et à son expertise pour décider. Voilà. Merci Patrice. Alors vraiment, je suis désolé pour le temps. Je vais être très précis pour une question vers Nicolas Damblin, à savoir, à la lumière des études et compte tenu des critères d'inclusion, chez quel patient athérosclérotique il prescrirait un agoniste du GLP-1? Alors bien entendu, dans les études, c'est avant tout des gens qui ont une histoire clinique. Mais je veux surtout parler d'histoire subclinique. Vous découvrez un athérome. Quel athérome, à la vue des études, chez qui tu prescrirais un analogue du GLP-1? C'est une question, ma foi, bien compliquée. Au-delà de la découverte de l'athérome, je tiendrai beaucoup compte de l'âge et de l'ancienneté de cette maladie athéroscléreuse. C'est-à-dire que je pense que tout ça est un continuum, que peut-être chez un sujet encore très jeune, un agoniste GLP-1 préviendra peut-être l'évolution de cette maladie athérothrombotique. Personne qui vieillit, j'aurais tendance à prévenir l'insuffisance cardiaque. Mais c'est très caricatural ce que je viens de dire. Oui. Et ça respecte le temps. Tout à fait. Et donc, il faut vraiment qu'on réfléchisse tous ensemble et qu'on dise qu'est-ce que c'est un athérome significatif, je pense. Allez, je suis désolé encore. Patrick, vers toi, une question. Tu as très bien dit à la fin, et cet exercice de faire, finalement, on a deux classes et avec des molécules très efficaces. Et c'est la richesse que l'on connaît aujourd'hui en diabétologie, ouverte vers le monde de la cardiologie, bien sûr. Et donc, prenons ce patient athérosclérotique qui est à risque d'insuffisance cardiaque et
vers quel patient donc tu t'orienterais plutôt vers l'autre classe, inhibiteur du SGLT2? Il y a l'athérosclérose, n'est-ce pas? Qui a de l'athérosclérose, hein, c'est ça? Oui, oui. Bon, après, je vais faire la même réponse que Nicolas. Je trouve que j'aime bien l'introduction de l'âge que tu as fait, Nicolas, dans ta réponse, parce que finalement, on sait que le vieillissement est un élément majeur de science cardiaque. Donc, c'est important. Après, c'est ce que j'ai détaillé. L'AFA est probablement un élément majeur qui va aller vers les GLP2. Et puis, on voit qu'il y a des paramètres comme l'insuffisance rénale, à mon sens, qui vont jouer, même si actuellement, il y a une sorte de paradoxe, parce que l'insuffisance rénale sévère, on peut pas prescrire d'ISGLT2, mais quelque part, il serait quand même très protecteur. Mais ça va s'arranger, tout ça. Je crois que moi, je dirais aux cardiologues, essayez déjà sur des patients assez typiques, hein, le patient obèse qui a une athérosclérose assez importante, allons-y sur les GLP1. Et puis, sur un patient âgé qui est plutôt dyspnéique, essayez les IGLT2 et faites-vous votre propre opinion parce que c'est important la primo-prescription est importante de commencer et voir ce que ça donne. Super, très bien. Merci beaucoup. Merci pour votre concision. J'ai répondu. Et la richesse des messages, voilà. On a encore beaucoup à faire en cardio-diabétologie. Et donc, à très bientôt pour d'autres réunions. Merci pour l'invitation à la SFC et bonne continuation.